Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Nou, je suis ravi de vous retrouver. Après 32 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été réélu à la tête du Congo dès le premier tour avec 60% des voix. Une longévité qui est rare et qui n'est pas une exception sur le continent africain et qui est pourtant la plus contestée là-bas dans la rue. Alors qu'ils sont les doyens en exercice en Afrique, telle est la question. Comment parvient-il à se cramponner au pouvoir aussi longtemps au Congo? Voici la réponse tout de suite. Denis Sassou Nguesso est un homme heureux, très heureux, puisqu'il vient d'être réélu au premier tour à la tête du Congo et avec 60% des voix. Denis Sassou Nguesso aime son pays, mais il préfère le pouvoir. Aujourd'hui, il cumule déjà 32 années passées à la présidence. En 2015, c'est la révélation. Monsieur Nguesso décide de modifier sa constitution pour pouvoir se représenter à nouveau. Durant sa campagne, il avait promis de l'emporter en un coup KO. Et c'est chose faite. Grâce à quelques petits tours de passe-passe et à des méthodes dissuasives. Mais Denis Sassou Nguesso n'est pas le seul à faire sauter les verrous de sa constitution. Plusieurs dirigeants avaient eu l'idée avant lui, comme Paul Biya au Cameroun en 2008, puis au Rwanda en 2015, mais aussi au Burundi la même année. 10 ans plus tôt, en 2005, c'était au Tchad et en Ouganda. Le continent africain abrite aussi les 5 doyens du pouvoir dans le monde. Numéro 5, Robert Mugabe, le président du Zimbabwe depuis 28 ans. À 92 ans, il est le chef d'État en exercice le plus âgé de la planète. Numéro 4, le président de la République ougandaise depuis 1986, Yoweri Museveni. À 71 ans, il vient d'être réélu en 2016. Sur la troisième marche de ce podium, Paul Biya, 83 ans, dont 33 passés à la tête du Cameroun. Suivi à un mois près par l'équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbasango, lui aussi président depuis 33 ans. Et le grand vainqueur, José Eduardo dos Santos, président de l'Angola depuis 36 ans, qui vient justement d'annoncer son départ en 2018. Malgré ce triste palmarès, une étude réalisée par l'Afrobaromètre en 2015 dans 34 pays africains montre que 73% des sondés souhaiteraient une limitation du nombre des mandats. Le retour des autocrates n'est donc pas inévitable. Et tout de suite à l'unité, en tablette ou encore en pâte à tartiner à la manufacture d'Alain Ducasse, le chocolatier est roi, le 320 mètres carrés de gourmandise artisanale élaborée grâce au savoir-faire du chocolatier torréfacteur Nicolas Berger est préparé avec des machines chinées aux 4 coins de l'Europe. Et les étapes sont nombreuses pour produire cet or noir de la fièvre à l'œuf. Reportage dans les coulisses de la fabrication, Alain Ducasse. À la manufacture Alain Ducasse, le chocolat est roi. 320 mètres carrés de gourmandise artisanale, élaborée grâce au savoir-faire du maître chocolatier Nicolas Berger, et préparée sur des machines chinées aux 4 coins de l'Europe. Et les étapes sont nombreuses pour produire cet or noir. Madagascar, Venezuela, Pérou, tout commence par la sélection drastique des fèves et leur préparation. Première étape, la torréfaction. Ça se passe dans cette machine, le torréfacteur, qui est en fait constitué d'une trémie dans laquelle on va verser les fèves. On va verser entre 45 et 50 kg de fèves. Les fèves vont ensuite tomber dans le tambour de torréfaction, dans lequel elles vont être torréfiées à proprement parler. Donc il y a une flamme qui va chauffer les parois du tambour qui se trouvent ici. Une fois qu'on est satisfait de la cuisson, on décide d'ouvrir la trappe et de faire tomber les fèves dans ce bac rond qui s'appelle le refroidisseur, qui est juste là devant nous. Les fèves, chauffées à 120 degrés, sont alors légèrement grillées et asséchées pour l'étape suivante, le décortiquage. Après la torréfaction, il faut retirer la peau, cette enveloppe qui entoure les fèves,
Pour cela, on dépose les fèves dans la trémie du casse-cacao Tarare. Les fèves montent ensuite tout en haut de la machine grâce à un petit élévateur à godet. Elles sont concassées. Ces éclats de fèves constitués de peau et d'éclats de fèves vont ensuite passer sur une rangée de tamis avec des mailles très fines au départ et puis les mailles s'ouvrent de plus en plus pour laisser passer des éclats de fèves de plus en plus gros. Ces éclats de fèves tombent sur ces plaques qui sont positionnées de manière oblique. Les éclats de fèves un peu plus lourds vont continuer leur chemin et les petits morceaux de peau qui sont beaucoup plus légers vont être aspirés par ce gros aspirateur qui se trouve ici. Voilà. Et à la fin, on va récupérer dans ces bacs ici le gruet de cacao, c'est-à-dire les éclats de fèves parfaitement propres. Et pour transformer les fèves concassées en pâte de cacao, le gruet doit être chauffé et broyé. L'action du broyage, la friction des meules va provoquer de la chaleur. Cette chaleur va faire fondre le beurre de cacao qui est contenu dans le gruet, naturellement. Et on va passer de l'état solide du gruet à l'état liquide de la pâte de cacao. Encore granuleuse à cette étape, la pâte de cacao doit encore être travaillée pour obtenir le chocolat que l'on connaît. Mais avant cela, place au malaxage. Sucre, sel, lait, la pâte de cacao est mélangée à d'autres ingrédients pour obtenir sa saveur définitive. La recette terminée, une fois que tout a bien été mélangé par le pétrin, on va pouvoir commencer à raffiner pour ramener tous ces petits grains, aussi bien les cristaux de sucre que les grains de la pâte de cacao, en dessous de 20 microns. Voilà, c'est la taille à laquelle on n'a plus de perception de grains au niveau du palais qui va pouvoir après constituer un chocolat onctueux. Dernière étape, le conchage pour obtenir la finesse et l'onctuosité du chocolat. On va mettre donc tout le chocolat qui vient d'être broyé dans cette machine, dans cette conche, et le chocolat va être mélangé de manière extrêmement intense pendant environ 15 heures. Ça peut dépendre un petit peu des fèves de cacao, ça peut dépendre de l'intensité du chocolat, un chocolat plus ou moins amer, un chocolat au lait, un chocolat noir. Il va y avoir quelques petites différences de température et quelques différences également de temps de conchage. Voilà. En fait, cette étape va déterminer vraiment de manière extrêmement précise le goût final du chocolat. Après toutes ces étapes et une fois le chocolat refroidi, il est prêt à être utilisé et coulé. Noir, au lait, avec des fruits secs ou confits, toutes les fantaisies sont permises. Et pas quelle occasion de faire preuve d'inventivité. Cette année, aux côtés des traditionnels œufs, c'est une cocotte au look graphique qui a vu le jour. Une année de tests et de recherche pour aboutir à cette gourmandise chocolatée qui devrait combler les addicts. Qui était le footballeur Johan Cruyff qui nous a quittés il y a peu de temps? Nous vous l'expliquons grâce à Bruno L'Esprit en plateau pour Le Monde et pour le Grand News. Regardez. Peut-être un petit peu oublié par les nouvelles générations, puisqu'il a terminé sa carrière internationale en 1977, donc ça remonte quand même un petit peu maintenant. En revanche, on va dire pour les baby-boomers, les gens qui sont nés un peu après, ça a été une icône du football, je dirais dont la place est équivalente à celle de Pelé, de Maradona, de Platini, donc des plus grands. Et il est fort possible, à y réfléchir, que finalement son héritage soit plus important que les trois superstars que j'ai cités. Alors il est différent parce que lui a une immense carrière à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, ce qui n'a pas été le cas de Pelé, de Maradona ni de Platini. Et il est à l'origine d'une révolution tactique dans le football avec les Néerlandais. Et son entraîneur, qui à l'époque s'appelait Rinus Michels, qui a été à la fois entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, d'où venait Cruyff, puis des Pays-Bas. Et le football total, eh bien, c'est en fait la préfiguration du football moderne, c'est-à-dire que tout le monde attaque, tout le monde défend, il y a une polyvalence absolue des joueurs. Les attaquants viennent récupérer le ballon au creux de la défense. Les défenseurs peuvent, sur les côtés latéraux, muter en ailier, faire des centres, et c'était des choses qui n'existaient pas avant cette révolution donc opérée à l'Ajax, puis par la sélection des Pays-Bas. C'était un joueur qui dégageait une aura absolument extraordinaire. Il faut savoir par exemple que c'était un grand fumeur.
enfin il fumait comme un pompier, il en est mort d'ailleurs, et qu'il fumait, qu'il grillait sa clope à la mi-temps des matchs de la Coupe du Monde 1974, qui est quelque chose absolument inimaginable aujourd'hui. Alors, l'héritage de Cruyff est peut-être sans doute un des plus considérables qu'on ait dans l'histoire du football. Parce que bon, il a eu sa carrière de joueur absolument immense. Il a gagné quand même la Coupe d'Europe des clubs champions, qui était l'ancêtre de la Ligue des champions, donc le trophée européen le plus prestigieux. Après, il a sa carrière d'entraîneur qui passe à nouveau par l'Ajax, donc son club de cœur, puis par Barcelone. Et là, il va faire quelque chose de très important et qu'on ressent encore aujourd'hui. Il va importer après son entraîneur, qui était un peu son mentor, Rinus Michels, le jeu néerlandais en Catalogne. Et donc Cruyff, on peut dire qu'il a un peu semé les graines finalement du triomphe futur de Barcelone et de la sélection nationale d'Espagne, donc qui a été championne du monde en 2010, après avoir gagné l'Euro en 2008 et 2012. Donc il a gagné 3 titres consécutifs parmi les plus prestigieux. Donc finalement, Cruyff, dans l'histoire du football, à y réfléchir sur le plan du jeu, de la tactique et de la postérité, est peut-être plus important que les autres icônes du foot que sont Pelé, Maradona ou Platini. Tout de suite notre ami Joseph Cabri pour sa presse people. Voilà, et nous sommes avec Joseph Cabri comme promis pour sa presse people. Bonsoir Joseph. Bonsoir monsieur Giordano, comment allez-vous? Bien et vous? Ben ça va, hein. Ça va, on est en week-end ce week-end-là, donc ça va plus que bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des people cette semaine? Alors je vais vous raconter cela, mais avant tout je vais quand même dire un petit bonjour aux auditrices et aux auditeurs, en espérant qu'ils aillent très très bien. Et voilà, et en leur souhaitant par avance, avant que j'oublie, un très bon joyeux week-end de Pâques à chacun. Voilà, alors nous allons commencer notre presse people. Bon, ben, comme vous l'avez vu et constaté cette semaine, nous allons commencer par avoir une petite pensée au peuple de Belgique. Après les attentats qui leur est arrivé, tout ça. Attendez, je crois que je me suis trompé de feuille. Voilà, c'est ça. Vous avez perdu le fil. Les trucs en direct. Je me suis trompé de feuille, j'avais pris la feuille de la semaine dernière, pour tout vous dire. Voilà, donc là, on y est. Alors, tout d'abord, un hommage au peuple belge. Et surtout aux familles et aux amis des victimes, bien sûr. Et nous pensons très fort à eux. Et en même temps, pour vous dire que parmi les hommages, il y a eu une sélection des chansons. Et la chanson de Dalida, Il pleut sur Bruxelles, eh bien, figurez-vous qu'est arrivée en tête pour les hommages faits sur les réseaux sociaux pour le peuple belge. Laurent Ruquier a confirmé qu'il restera une année de plus déjà sur France 2 pour la saison prochaine avec son émission On n'est pas encore couché. On n'est pas couché. Oui, qui n'est pas couché? On n'est pas couché. On n'est pas couché. On va y arriver. Vous m'avez compris, quoi, hein? Voilà. Et à rajouter à la suite de cela, qui est la rumeur que soi-disant M. François Hollande viendrait dans son émission, eh bien, il n'en est aucunement question. Il a dit tout simplement non. Et à la suite de cela, il a déclaré tout simplement pas très courageux les présidents Sarkozy et M. Hollande. Voilà, pour la première fois depuis très longtemps, Canal+ ne viendra pas cette année à Cannes comme il le faisait toutes les années. Le grand journal, plus l'émission de Ali Badou, eh bien, cette année, ils resteront tout simplement chez eux. Voilà, c'est M. Bolloré qui veut cela. Bon, est-ce qu'il veut économiser? Est-ce qu'il veut monter? Peu importe, on ne viendra pas cette année à Cannes. L'acteur Danny Boone, justement, à cause des attentats qui se sont passés à Bruxelles, a annulé le tournage de son nouveau film qui devait se dérouler justement en Belgique par la crainte d'être visé ou quoi que ce
soi, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ces moments-là. La chanteuse Juliette Gréco, âgée de 89 ans, a été hospitalisée. Elle devait faire sa dernière tournée, une des dernières tournées, mais malheureusement, elle a été hospitalisée. Elle restera quelques jours à l'hôpital en observation. On lui souhaite de vite se remonter et de poursuivre sa dernière année de tournée. Mais je vous tiens au courant sur les éventualités de sa santé. Vincent Lagarde annonce qu'il n'est plus en contrat avec TF1 et qu'il met définitivement un terme aux jeux de télévision. Je pense qu'il va reprendre sa carrière comme il le faisait au tout début, c'est-à-dire humoriste. Et Laura Malagré a évoqué sa rencontre avec, et son coup de foudre, avec un DJ qui se nomme Cut Killer. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais maintenant, ils sont les meilleurs amis du monde. Shane Amour, vous savez, le joli métis qui joue dans la série Esprit criminel et qui avait auparavant joué dans la série Les Feux de l'amour, eh bien, après quelques années, il quitte la série Esprit criminel. Et je pense qu'il va beaucoup manquer aux femmes. Ma décision sera prise d'ici le 15 avril pour savoir si Benzema sera sélectionnable, a déclaré Didier Deschamps. Et nous allons terminer par une très belle surprise et une très heureuse gagnante. La plus grande gagnante de N'oubliez pas les paroles, l'édition de Nagui qui passe sur France 2 tous les soirs. Eh bien, figurez-vous qu'il est reparti avec la somme de 206 000 €. C'est la plus grosse gagnante de tous les temps de ce jeu-là. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette semaine la presse People. Malgré les attentats, bon, on n'a pas été très bien riche, mais j'ai essayé quand même de découvrir quelques perles. Voilà, je vous souhaite de nouveau un excellent week-end de Pâques. Je vous retrouverai vendredi prochain en compagnie de John. Et je vous laisse d'ailleurs en sa compagnie tout en live. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Joseph Gabri. C'est moi qui vous remercie, M. Leonardo. Et la toute dernière partie de ce Syrien qui voulait sa révolution, le salut, reportage et entretien. جانا خبر 5 مرات أو 6 مرات يمكن على السجن، والأخير طلع كذب. كان يمكن يبعث منه الخبر أنه وليد المعلم انهزم. شلون بينهزم وليد المعلم؟ معقول ما يبين؟ كانت تجينا شوية أخبار قلت لك إنه لما الناس تنزل على المحاكم، لما ينزلوا على المشفى ممكن أحيانا لما يجونا جدد يحكوا لنا شوية أخبار، بس كلها أخبار سطحية. أغلب اللي كانوا يدخلوا يعني ما يعرفوا ينقلوا الخبر السياسي أو الخبر العسكري اللي على الأرض بشكل دقيق. عرفنا إنه صار في كتائب مقاتلة بس مو بهالشكل، فكرناها إنه هي كانت تابعة للجيش الحر. ما لنا خبر إنه الكتائب كل كتيبة جيش الحر. انصدمنا بالواقع نحن، مجموعة اللي طلعنا نحن كتير انصدمنا بالواقع ومنلوما. يلي جوا بيعرف حجم العذاب والانتظار اللي عم يستنوه. في كتير ناس جوا بتحلم بأنه بأي لحظة ممكن يدخل الجيش الحر على السجن ويحررنا. كتير ناس بتحلم، وأنا واحد من الناس اللي كنت أحلم هذا الحلم. وبقية الناس بيدعوا يلي ما عنده إيمان في الجيش الحر أو اللي ما عنده إيمان في هذه الثورة إنه تنتصر، بيدعي الله ينزل هذا السجن فوقنا وفوق يلي عم بيظلمونا. لعل وعسى لما نصير عند رب العالمين نشوف عذابهم في عيوننا. بدهم يخلصوا، واللي عم بيصير بالثورة ما رح يخليها تخلص. والكتائب يلي على الأرض عم بتزيد من عذاب هاي الأشخاص. طبعا هن من حاسين فيها، ما حدا حاسس بالناس يلي جوا. الناس يلي بصيدناها صدقا بتتمنى الموت، وأنا واحد من الناس يلي كنت أتمناها.
إذا بدهم يخدمونا ينزلوا السجن فوقنا. نحن بدنا نموت. بجد الموت أسهل بكتير من الحياة هديك. Et puis le revenu universel est un sujet tabou qui revient souvent dans les débats politiques et dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais le revenu universel, c'est quoi exactement? Qui le toucherait? Comment serait-il financé par l'État? Que lui reprochent les détracteurs? Pourquoi ses partisans ne sont pas toujours d'accord sur les modalités d'application? C'est ce que nous allons découvrir grâce à ces quelques explications de notre rubrique Dessine-moi l'écho. Le revenu universel, est-ce une bonne idée? Le revenu universel consisterait à verser tous les mois une somme à chaque citoyen sans aucune condition. Cette somme serait cumulable avec d'autres revenus, comme les salaires. Cette idée est très controversée. En effet, pour ses détracteurs, il encouragerait l'inactivité et l'assistanat, car ceux qui décideraient de ne pas travailler profiteraient de ce système sans participer directement à son financement. Pour ses partisans, il favoriserait l'égalité et la liberté des citoyens, car chacun recevrait le même montant et pourrait décider de travailler pour gagner davantage ou de ne pas travailler, ce qui permettrait par exemple de développer le bénévolat. Cependant, les partisans du revenu universel ne sont pas tous d'accord sur ses modalités d'application. Leur premier point de désaccord concerne le profil des bénéficiaires. Certains proposent de le donner sans condition d'âge. Ainsi, les citoyens le recevraient tout au long de leur vie. D'autres veulent le donner seulement aux adultes ou encore donner un montant plus faible aux jeunes. Leur deuxième point de désaccord concerne le montant. Certains souhaitent qu'il ne soit pas trop élevé, c'est-à-dire autour de 500 €, comme le RSA actuel, pour ne pas encourager l'inactivité. D'autres souhaitent que son montant soit plus élevé, c'est-à-dire autour de 1 000 €, pour que les citoyens aient le choix de travailler ou non. Leur troisième point de désaccord concerne le mode de financement. En effet, plus le montant du revenu universel est élevé, plus le financement doit être important. Comme les dépenses de l'État vont augmenter avec le revenu universel, certains souhaitent compenser cette hausse en supprimant une partie des aides existantes, comme le RSA, les aides au logement, les allocations chômage et les pensions de retraite. D'autres souhaitent financer cette augmentation en augmentant l'impôt sur le revenu ou en créant un nouvel impôt sur les transactions financières qui taxerait les ventes d'actions en bourse. Leur quatrième point de désaccord concerne les conséquences sur le marché du travail. Certains pensent que la mise en place du revenu universel doit s'accompagner de la suppression du salaire minimum. Ainsi, les employeurs pourraient moins rémunérer les emplois peu qualifiés, car ils considéreraient que l'État prend en charge une partie des salaires. Pour les autres, le revenu universel doit s'ajouter au salaire minimum afin d'augmenter le pouvoir d'achat. L'idée d'instaurer un revenu universel revient souvent dans les débats politiques. En Finlande, par exemple, un revenu de base de 800 € par habitant pourrait être instauré en 2017. Voilà, c'est la fin de ce grand news. N'oubliez pas la rediffusion ce soir à 23h55. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver demain à 20h15, samedi 25 mars 2016. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur cette antenne.